Je vous ai signalé un phénomène nouveau qui se passe dans le nord de la Cisjordanie, c'est qu'ils arrivent à briser les barrières entre les différentes organisations et créer leur propre fief mélangé de toutes les organisations. C'est-à-dire, c'est ni Hamas, ni l'OLP, ni Djihad islamique, ni rien. C'est tout le monde ensemble se réunissent à créer un nouveau mouvement actif. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci de nous répondre à notre sollicitation, parce qu'on a bien besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans la région de Naplouse. Alors, c'est pas tout nouveau. Ces dernières semaines, ces derniers mois même, il y a une intense activité militaire à Naplouse et à Jenin. Et hier, ce qui s'est passé, c'est une élimination. Alors, on ne sait pas à qui la mettre au compte, sur qui portait la responsabilité de cette élimination. On a peut-être une idée. Vous allez peut-être nous éclaircir la situation sur ce point, mais l'élimination d'un des chefs de ce que l'on appelle la fosse des lions, Gov Harayot. Alors d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez qui sont ces terroristes, de quoi s'agit-il? On parle d'un groupuscule, de combien d'hommes peut-on les chiffrer? C'est quelques dizaines, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mouvement pour essayer de comprendre l'ampleur et le danger qui portent ces jeunes-là. Et ça a commencé par Jenin, si vous vous souvenez, Daniel, on a parlé de ça lors de l'arrestation de l'autre là-bas, que je vous ai signalé un phénomène nouveau qui se passe dans le nord de la Cisjordanie, c'est qu'ils arrivent à briser les barrières entre les différentes organisations et créer leur propre fief mélangé de toutes les organisations. C'est-à-dire, c'est ni Hamas, ni l'OLP, ni Djihad islamique, ni rien. C'est tout le monde ensemble se réunissent à créer un nouveau mouvement actif. Et ça, c'est d'ailleurs a embarrassé beaucoup le Hamas et le Djihad islamique, qui a essayé de mettre pied à terre, et du coup, ils ont affaire à une jeunesse qui se lève, qui forme leurs propres activités. Ça a descendu un peu vers Naplouse, et voilà là, on voit un groupe qui se déclare tel qu'il est, et commence à bouger, à mener des activités, bien sûr avec l'aide de Hamas, financière ou autre, ou avec d'autres organisations, mais on voit tout d'abord l'autorité palestinienne complètement inactive, complètement choquée du phénomène, et toutes les autres organisations, vous ne les entendez pas trop parler, parce qu'ils sont tous sous le choc en vue de ce nouveau phénomène, et Israël inclus. Parce que du coup, on voit petit à petit, et que si les autorités palestiniennes ne vont pas bouger vite, très très vite, d'ailleurs, ça rime à votre première question, qui a eu l'intérêt de le faire? Si l'autorité palestinienne ne bougera pas très vite, eh ben, on est témoin d'un nouveau phénomène qui peut finir par une nouvelle bande de Gaza. Alors, on va voir le nord de la Cisjordanie se séparer de toutes sortes d'autorités, telles ou autres, et commence à agir indépendamment. Et on verra du coup un troisième morceau de terre agit indépendamment. Alors, et ça peut aller jusque là-bas. Alors justement, qui peut avoir intérêt à éliminer un tel homme? C'est-à-dire, alors on peut faire une liste. Il y a Israël, bien entendu. Mais il y a aussi l'autorité palestinienne, peut-être même le Hamas, c'est-à-dire et le djihad islamique, et pourquoi pas les autres. Tout le monde a intérêt à le faire. Et tout le monde ce qui est sûr, c'est que il y a 2 semaines, le Hamas a publié, l'autorité palestinienne a publié un message à ces jeunes: méfiez-vous, Israël vous a identifiés tous et vous serez tous cibles d'attentats. Alors, si vous vous souvenez de ce message. Et depuis quand on annonce, on alerte de cette façon? C'est quelque chose de vraiment rare et on n'arrive pas tellement à le comprendre. C'est que on voit que tout le terrain a peur de ce phénomène. Donc ils ont tous l'intérêt à le faire.
Alors, je voudrais reprendre une déclaration de Benny Gantz qui dit, lui, qui se dit convaincu que Israël sera capable de maîtriser, de neutraliser totalement ce groupuscule. Qu'est-ce qui lui permet de penser cela ? Parce qu'on les a identifiés tous, nous aussi, on a intérêt à ne pas laisser ce phénomène grandir. Et à côté de ça, je vous rappelle encore que parmi eux, il y a l'assassin de Ido Baruch, et qu'on n'a pas encore réglé nos comptes avec lui, il est toujours recherché. Et il va être trouvé, c'est sûr, c'est question de temps. Mais est-ce que finalement, au bout du compte, on risque pas, parce que c'est peut-être un phénomène récurrent dans le monde terroriste, d'en éliminer quelques-uns, et puis finalement, il y en a d'autres qui vont surgir, et finalement, on aura beaucoup de mal à contrôler. C'est un peu comme ça que ça s'est passé au début avec le Hezbollah ou avec d'autres. Ce n'est pas le complexe avec lequel on vit depuis 75 ans. On élimine un, il y a 10 qui sortent, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut donner le coup là où il faut, et puis essayer d'arrêter ce phénomène. Alors, je voudrais. Donc, vous, finalement, vous pensez que Israël peut arriver à maîtriser ce groupuscule. Vous pensez, par exemple, qu'il y a des contacts entre Israël et l'autorité palestinienne, les forces de sécurité palestiniennes, pour essayer d'éliminer un maximum de ces terroristes ? Bien sûr. Enfin, disons que là, vous allez au brut, mais la collaboration sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne est connue. Et aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus étroite en face le fait qu'il n'y a pas une autorité de l'autorité palestinienne. C'est Israël qui prenne place. D'ailleurs, à la demande, il supplie le Palestinien qu'on le fasse. Regardez un peu toute l'activité à Jenin et à Naplouse. Bon, on se concentre un peu sur cette élimination. Mais je vous rappelle que chaque jour, depuis l'attentat de Hadera, jusqu'à aujourd'hui, il y a des centaines de raids de différentes unités d'élite israéliennes dans ce nord de Cisjordanie, avec des centaines d'arrestations et des démantèlements de différents systèmes. Et tout ça, vous n'entendez pas parler les autorités palestiniennes ou qui râlent ou quelque chose. Ils disent ce qu'ils doivent dire, mais bon, pas en haute voix. Et c'est carrément à leur demande. Ils supplient, pas à demander. Alors, je voudrais, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a essayé de comprendre pourquoi finalement l'armée israélienne avait cessé ses raids en Syrie, je crois, que c'est avec vous qu'on avait parlé de ce développement, ou on a voulu parler de ce développement avec vous. Entre-temps, il s'avère que après un mois d'interruption, c'est-à-dire depuis le 17 septembre dernier, eh bien, vendredi dernier, on a assisté à un nouveau raid qui a été imputé par la Syrie à Israël. Alors, que se passe-t-il sur le front syrien, à votre avis, Meir ? Est-ce que Israël a cessé ses opérations pour permettre, par exemple, la signature d'un accord entre Israël et le Liban, parce que on est à proximité des élections, et que finalement il a repris pour montrer qu'il était toujours présent, qu'il n'avait pas disparu, le rôle de la Russie là-dedans ? Est-ce que vous pouvez nous clarifier tout ce point, nous décrypter cela ? C'est encore plus simple, il fallait leur laisser le temps de monter des hangars, parce que les autres ont été éliminés. C'est faute de combattants. Vous savez, il faut identifier entre ce qui est publié et ce qui n'est pas. L'activité dans cette région, elle est journalière. Chaque jour, tous les jours, je vous rappelle ce qu'a dit Gadi Eisenkot et ce qu'a dit Kochavi aussi. Qu'en 2020, il y a eu plus de 2000 activités contre l'infrastructure iranienne en Syrie. 2000, vous les divisez en 365 jours, vous faites le compte. L'activité est en plein feu là-bas dans cette région. Rien n'a cessé. Mais bon, vous entendez des raids un peu plus massifs lorsqu'il y a un ensemble un peu plus important de munitions ou d'infrastructures telles ou autres pour construction de différentes choses. Et à réfléchir d'une certaine cessez-le-feu à la demande de la Russie ou un accord libanais, ou ça n'a rien à voir. Israël ne permettra pas jamais à une infrastructure iranienne en Syrie, ou de Hezbollah d'ailleurs, à lever la tête. Jamais. C'est une stratégie qui mène depuis plus de 9 ans.
et continuera tant qu'ils seront là-bas. Donc, il faut savoir dans la tête que derrière les informations, il y a chaque jour des choses qui se passent là-bas. Alors, soit ils récoltent des renseignements, soit on accumule de l'intelligence, soit on met des pièges, soit il y a des différentes unités d'élite qui font leurs activités dans la région, des petits coups ici et là-bas. Et puis, alors, de temps en temps, vous entendez un raid tel ou autre. Alors, est-ce que vous pensez, et ça c'est une question, on va dire, plus géopolitique, est-ce que vous pensez que l'implication des Iraniens à travers des drones dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine peut modifier la donne par rapport à Israël? Est-ce que, d'abord, ça peut provoquer, c'est-à-dire mettre Israël dans une certaine forme de difficulté? D'un côté, la Russie est l'allié de l'Iran, et de l'autre côté, finalement, les Israéliens doivent tenir compte de ce qui se passe le long de la frontière syrienne. Pas du tout. Ça nous concerne en rien du tout. Ça ne change pas du tout la décision israélienne d'éliminer l'infrastructure iranienne en Syrie. Et les Russes le savent. La collaboration russe-iranienne, elle est là où elle est. Elle a toujours été d'ailleurs, ça n'a rien de nouveau. Je vous rappelle le sommet qu'ils ont fait à Moscou entre l'Iranien, le Turc et le Russe, avec des déclarations à mourir. Mais bon, ça a toujours été. Et dès le départ, Poutine a déclaré le triangle Iran, Chine et la Russie et les Indes un peu étant un groupe qui va ensemble, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à Dieu. Et non, les Iraniens et les Russes ont toujours collaboré d'une certaine façon, mais il est clair entre eux qu'ils ne se mêlent pas dans la lutte entre Israël et l'Iran sur la terre syrienne. On verra ce qui va se passer un jour s'il y aura un conflit un peu plus important. Oui. Mais et d'ailleurs, les Iraniens sont bourrés des armes russes. Les avions, les armements, les batteries de missiles, enfin de tout. Non, ça ne touche en rien du tout. Une dernière question plus générale. Est-ce que vous pensez qu'au lendemain des élections, la situation sécuritaire peut se calmer? C'est-à-dire que cette situation de tension, elle est liée d'une manière ou d'une autre à la campagne électorale, au fait que peut-être non, que... Pas du tout. Peut-être qu'ils en profitent un peu de tension, mais il y a pas un manque de responsabilité ou de sérieuxité du côté israélien de fait que les élections sont en vue. Les bras sécuritaires israéliens, que c'est l'armée, le Mossad, enfin tout le monde, sont actifs à 100%, ils ne sont pas influencés par la politique. D'ailleurs, le chef d'état-major qui a été nommé hier, une preuve de plus. Non, ça n'a rien à voir. La seule chose qui changera un peu l'attention ou l'attitude, c'est lorsque, enfin, un jour, il va y avoir des élections au sein des autorités palestiniennes. Oui. C'est ça qui influence le tout, d'ailleurs. Tout ce qu'on voit ces dernières années, ces 2-3 dernières années, a un rapport avec les élections en territoire palestinien. En Cisjordanie, je veux dire. Merci beaucoup, Meir Dahan, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets de sécuritaires importants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.